Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Nouveau numéro ce soir avec pour débuter notre réquisitoire, nous demanderons à nos intervenants s'ils sont pour ou contre la proposition de loi de certains parlementaires de retirer l'amende en cas de faible excès de vitesse. Et vous, êtes-vous pour ou contre? N'hésitez pas à réagir sur le Facebook ou le Twitter de Politiquement Incorrect. Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de l'actu média avec le départ annoncé de Julien Lepers de France 3. On a également appris récemment la mort de Michel Delpech, de David Bowie et de Michel Galabru, et encore aujourd'hui un nouveau mort puisque c'est l'acteur qui jouait le professeur Rogue dans Harry Potter par exemple, entre autres évidemment. À la télévision comme au ciné, les artistes et animateurs passent et trépassent. Y a-t-il un âge pour prendre sa retraite lorsque l'on sait que ces derniers artistes qui sont morts étaient plus ou moins encore en activité? Faut-il souhaiter un rajeunissement des antennes? Et au fait, que devient Agnès Salle, l'ancienne présidente de l'INA, virée pour avoir utilisé les fonds de l'Institut pour des actions privées? Enfin, coup de projecteur sur YouTube Dailymotion avec le cinéma des pas cinéastes, Chroma, c'est Nelson qui nous présentera cela. C'est parti pour l'émission numéro 108 de Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et voilà, nous avons quelques petits soucis techniques en ce moment à Politiquement Incorrect, ce qui explique pour nos auditeurs en direct que nous sommes un petit peu en retard et puis qu'il y aura peut-être quelques soucis dans la réalisation de cette émission. Mais voilà, on va essayer de la faire au mieux avec nos invités, enfin j'allais dire avec nos habitués, nos chroniqueurs ce soir. Et j'accueille donc Nelson, je t'ai présenté dans l'introduction. Bonsoir Nelson. Bonsoir Nico. Nous accueillons également Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Et Baptiste, bonsoir Baptiste. Bonsoir. On va voir dans quelques instants, normalement, Raphaël, si tout se passe bien, pour la sécurité routière, qui est notre premier rendez-vous de ce soir. C'est parti pour le réquisitoire. Et donc, nous voici pour le réquisitoire. Nelson, on attend que tu nous fasses les jingles. Tant que tu ne nous auras pas fait, ce sera ça. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, à bosser pour qu'on ait nos jingles On a l'impression d'être dans mot de passe. de tu sais. Politiquement Incorrect, effectivement. Non, Pierre vide. Messieurs, on va commencer par cette première. Alors, vous le savez, on va en parler dans quelques secondes. Il y a effectivement cette proposition de loi, et Raphaël va nous préciser un petit peu les contours d'une proposition de loi pour faire bien le point là-dessus. Proposition de loi d'un député Les Républicains, donc en l'occurrence, de faire en sorte que, on dépénalise les petits excès de vitesse, en tout cas qu'on enlève l'amende qui y est actuellement conférée. Simple proposition de loi, effectivement. Avant cela, je voulais vous faire réagir sur ce petit texte. Alors, Hugo nous a clashé un petit peu sur le Facebook de l'émission, en tout cas m'a clashé puisque c'est moi qui l'ai mis, cet article. Il se fait flasher à 250 km/h au lieu de 70, mais démontre que dans une lettre que c'est légal, effectivement. Le monsieur s'est amusé à dire en gros que l'unité de référence aujourd'hui réglementée de manière européenne et qui n'est pas contredite par la loi française, c'est le mètre seconde, et que lorsqu'on ne précise pas l'indication en dessous, c'est cette indication qui est par exemple en place, et donc que le monsieur qui était à 250 km/h au lieu de 70, en fait il était à 70 mètres secondes. Marc, est-ce que c'est rigolo quand même, ce genre de petites choses qu'on peut des fois découvrir dans les lois? Moi, je trouve ça très drôle. Enfin, je suis tombé sur cet article, j'ai beaucoup ri. Et je me suis dit qu'il y a toujours un moyen de pouvoir contourner si on veut contourner. Donc, c'est assez drôle. Enfin, bon, hormis ça, c'est vrai que la vitesse est une des premières causes de mortalité en voiture. Donc, vous n'êtes pas rigolé non plus avec ça, c'est évident. Après, sur la proposition de loi en tant que telle, je suis souvent contre le flicage systématique des automobilistes. Après, je sais pas, je dirais à titre personnel, je sais que moi, maintenant, depuis que je me suis fait clasher une seule fois, même un petit truc, je sais que je respecte les limitations, ne serait-ce que pour éviter de leur donner du fric, et puis parce que voilà, j'ai pas envie de recevoir des points en moins. Après, j'ai peur de la réaction que ça peut avoir sur certains en disant bon, bah, maintenant c'est bon, allez, on peut rouler 10 km/h au-dessus, c'est pas grave. J'ai peur un peu de l'effet domino que ça peut avoir en disant bon, bah maintenant que ça coûte plus grand-chose, bah autant rouler plus vite. J'ai peur de cet effet un petit peu.
Donc c'est pour ça que je serai un peu suisse dans ma réponse en disant que je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin, je sais en quoi en penser, mais je ne sais pas si je voterai pour ou contre ce projet de loi. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Autre petite chose en aparté, on va voir Raphaël dans quelques instants. C'est pour ça que je fais durer un peu le suspense. Et ça tombe bien, j'avais 2-3 sujets sous le coude, dont un qui personnellement depuis 2 semaines me tient particulièrement à cœur. Je vais pas vous raconter ma vie. Je travaille dorénavant un peu plus loin, donc je suis obligé de prendre les routes, non pas parisiennes, mais autour de Paris, périphériques à Paris. Et je pense notamment à la 86, mais bon, de toute façon c'est pareil partout en Île-de-France. Et quand on est comme ça dans les routes parisiennes notamment et sur les grands axes, on se rend compte, enfin les grands axes urbains, j'ai envie de dire, on se rend compte du comportement des motards. Alors vous le savez, oui, c'est pour ça que j'en parle, Marc, puisque je sais que tu connais le sujet. On le sait, depuis le 1er janvier, maintenant, les motards ont le droit de faire la fameuse remontée de fil, c'est-à-dire passer entre deux fils, enfin sur les lignes, pour remonter les fils, ce qui était interdit avant le 1er janvier. C'est-à-dire que Mais que tout le monde tolère. quand vous aviez, bah oui, que tout le monde, enfin, tolérait, Pas les flics, bien hein. gentiment, oui, que les flics toléraient, mais que les automobilistes ont toléré bien gentiment, parce que les motards ont tendance à avoir un comportement qui est voilà, de klaxonner, de limite vous en vouloir de ne pas les laisser passer. Rappelons que jusqu'au 1er janvier, déjà, ils n'avaient pas le droit de le faire. Bon, c'était toléré. Est-ce bien ou est-ce mal? Je pense que ce n'est pas mal quand Bah, il ça y a des décongestionne bouchons, un quand peu ça quand bouchonne, même, quand voilà. c'est congestionné. Là où moi je mets mon veto et mon coup de gueule, si j'ai envie de dire, c'est tout simplement dans le comportement des motards lorsque vous êtes par exemple en train de vous rabattre. Je veux dire, vous avez mis, vous, en tant qu'automobiliste, pardon, votre clignotant, que vous souhaitez vous remettre sur la voie, eh bien vous avez un motard qui arrive derrière et qui vous emmerde en vous disant, enfin, en vous faisant comprendre que il souhaite passer. Je veux dire, c'est pas priorité aux motards, c'est ils ont le droit de passer, notamment lorsqu'il y a des bouchons. C'est pas une priorité, on est d'accord. Bah Attends, non, mais attends, je prends le truc. Alors Faut- Nelson. Ouais, t'inquiète. Alors, moi, je suis pas du tout motard, donc je pense que, contrairement à Marc, j'ai peut-être une parole un peu plus. Un peu Soft. moins orientée. Mais je t'avouerais que moi, en tant que conducteur, les motards me dérangent pas. J'essaie de leur faire de la place, tout. Je fais gaffe, Ah si mais tu veux. moi aussi si tu Non, veux, mais attends, ce qui attends, m'embête attends. c'est le comportement quand toi tu es en train d'essayer de faire quelque chose. Mais en fait, ce comportement-là, il est simple. C'est que le mec, lui, joue sa vie. Toi, tu joues la portière de ta voiture, lui joue sa vie, si tu veux. Donc, s'il est en train de Non remonter mais la rien ne file. l'empêche de s'arrêter. Non, mais attends. non, tu peux pas, Non, Nicolas, non, ça non, va non, pas. non, mais même Mais- de ralentir. Mais Oui, à la limite, Non, de attention, ralentir, d'accord. je ne suis pas en train de contester la façon dont tous les gens qui sont en moto aujourd'hui conduisent. Attention, je ne fais pas une fixette sur les motards. Je conteste ceux qui, et voilà, qui sont vraiment désagréables sous prétexte qu'ils n'ont pas la priorité. Il s'agit bien de ça. mais c'est Alors que vous êtes en train vous-même de conduire et d'éviter que, parce que je rappelle que chaque action lors d'un bouchon fait ralentir derrière. C'est un effet accordéon qui fait que le moindre ralentissement provoque à l'arrière de la file un arrêt et non plus un ralentissement. Donc aujourd'hui, je pense effectivement qu'il y a certains motards qui empêchent le bon fonctionnement des routes. Bah, non, enfin déjà, tu vois, s'il y avait plus de motards, ça empêcherait les gens de faire des allers-retours à droite et à gauche des fils. Si jamais ils passaient un peu tout ça. Déjà, ça ralentirait moins. Deuxième chose, comme je te disais, un motard qui s'énerve parce que tu lui as pas laissé passer, même si tu as mis ton clignotant, c'est que lui, il avance, et d'un coup, tu as un mec qui a mis son clignotant, et parce qu'il a mis son clignotant, il refuse de céder le passage. Je te rappelle que le mec, quand même, lui, tu vois, si t'as dans ta portière, il passe sur la bagnole. C'est Non, pas mais juste. on parle pas des mêmes personnes, excusez-moi. Bah, Bon, tu parles. Enfin, non, mais excuse-moi, on parle de personnes qui peuvent tout à fait s'arrêter et qui en fait sont mauvaises parce qu'on ne les laisse pas passer. Je parle même pas de la sécurité, de la partie sécurité que tout le monde conçoit. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est pas un combat voiture moto. C'est vraiment dans ceux qui sont mauvais et il faut faire attention parce que justement ils jouent leur sécurité. Il Mais faut qu'ils fassent gaffe, les gars. Ils sont mauvais, mais enfin les conducteurs aussi sont mauvais, ils sont même pires que les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur bagnole, il peut rien leur arriver, concrètement. Non, Ils mais sont encore vous plus êtes, mauvais. vous êtes focalisé sur un élément important qui est la sécurité, mais peut-être à tort. C'est-à-dire que le Non, mais débat enfin, ne je se veux dire, pose pas là. Mais les bon, mauvais conducteurs sont pas mieux que les mauvais motards, et tout, etc. C'est un problème qu'on aura partout. C'est pas une question de motard, c'est pas une question de conducteur de voiture, mais c'est un problème qui est partout. Le truc, c'est qu'en l'occurrence, là, il y a une question de sécurité qui est plus cruciale pour les motards. C'est-à-dire que lui, il a raison de gueuler, si tu veux, d'une certaine manière. Je suis pas en train d'excuser ce comportement-là, mais ça se comprend. Tandis que le mec, dans son Audi, je sais pas quoi, là, qui va à tout prix te dépasser en passant à droite, en passant à gauche, mais sans mettre son clignotant, lui c'est un connard, parce que si tu ne l'aides pas passer, il va te clignoter, de faire des appels de phare. Là oui, je condamne. Par contre, le motard, lui, bon, bah, il remonte, il a plus ou moins le droit, enfin c'est toléré. Et là, si tu l'empêches de passer, là d'un coup, lui, il a un peu peur pour sa vie, si tu veux. Enfin, j'aurais plus de mal à le condamner. Le fait que ce soit maintenant légal,
Justement, ça évitera les problèmes. C'est-à-dire que là, il n'y a plus à discuter, il a raison. Très bien, on va passer sur notre sujet de ce soir, notre sujet prioritaire. Marc, Excuse-moi, on a compris vos arguments. Non, C'est non, pour- j'avais pas du tout les mêmes arguments que Nelson. Oui, mais Bah, vas-y, c'est pour dire la même chose, non? Pas Bon, spécialement, non. alors on t'écoute très rapidement. Bon, je vais être. Il y a déjà deux choses. Déjà, je suis d'accord avec toi, Nico, qu'il y a des Oui, motards qui ont des comportements vraiment. oui. C'est n'importe quoi. Et même moi qui fais de la Oui, moto, oui, d'accord. je suis le premier à le dire. La seule chose, c'est que, tout simplement, quand tu mets ton clignotant, tu n'as pas à mettre ton clignotant si tu peux voir un motard qui arrive. Si tu vois pas le motard Non, qui arrive. non, 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 non. non, mais excusez-moi, on parle d'une situation de bouchon, c'est-à-dire que Oui, le mec, mais vous le voyez oui. arriver à 2 kilomètres derrière, hein. Alors, oui, non, mais Non, non. si tu vois un motard arriver, et si tu vois un motard arriver, moi, je considère que t'as pas à mettre ton clignotant. Il n'y a Non, pas mais... des motards tout le temps Et... non plus. Bon, bref. C'est pas le débat. Bon, Mais bref, si, c'était si. juste Bah un coup de si. gueule. On n'est pas là pour en débattre pendant des heures. On un va pas coup. refaire le code de la route. Le code de la route est ce qu'il est et tout le monde doit le respecter. On Voilà. réagit au coup de gueule. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais vous avez raison. Attention. Mais je C'est pense tout. que vous n'avez pas compris. Je positionnais une situation bien précise. Bref, nous allons tenter d'avoir Raphaël pour qu'il nous explique un petit peu les contours. Puisqu'effectivement, je vous le disais, il y a une proposition de loi qui a été proposée. Et Raphaël tient, sans doute, on va l'écouter dans un instant, à nous parler un petit peu des côtés, je dirais, plus... Raphaël va nous présenter un petit peu le contexte et va nous dire qu'une proposition de loi est très loin d'aboutir finalement, hein, c'est sûr. Bonsoir Raphaël, tu nous entends? Bonsoir Nicolas, salut Alors à attends, tous. 2 petites secondes, hop. Et voilà, normalement nous devons t'entendre à l'antenne si je dis pas de bêtises. Oui, en tout cas, moi je vous entends très bien. Voilà, messieurs, vous l'entendez Raphaël ou pas? Oui. Ah oui. Alors, Raphaël, tu vas pouvoir nous présenter effectivement les contours de cette proposition. Et effectivement, toi, je crois, tu vas davantage nous présenter finalement la complexité que peut avoir une proposition de loi de l'opposition à aboutir finalement. Alors ouais, je vais tenter d'être assez clair, même si mes propos, je pense, ouvriront en tout cas la possibilité dans une prochaine émission de participer à un nouveau débat, peut-être plus large sur la Ve République et le fonctionnement de nos institutions. Mais donc c'est vrai que donc, la proposition de loi a été déposée par un député de l'opposition, un député dont j'ai oublié le nom. Et c'est vrai que c'est le premier argument qui devrait en quelque sorte se suffire à lui-même pour savoir qu'elle n'a que très peu de chances d'être adoptée, parce que dans nos institutions actuelles, il faut savoir que la majorité, ce qu'on appelle le fait majoritaire dans la Ve République, c'est le fait que la majorité à l'Assemblée nationale suit quasiment tout le temps, même si en ce moment justement c'est un peu l'exception de ce mandat socialiste, c'est qu'il y a des frondeurs, mais que la majorité de manière générale suit ce que le gouvernement, les directives du gouvernement, en tout cas ce que le gouvernement tente de lui imposer, et que du coup la majorité ayant un contrôle quasi total des institutions via différents processus que je ne vais pas vous détailler là parce qu'il y en a énormément, il y en a foison, et c'est ce qui fait que la majorité peut décider grosso modo de l'ordre du jour à l'Assemblée, du fonctionnement, de quand est-ce que cette loi va passer, quand est-ce qu'on va la voter, comment elle sera votée, de tout un tas de processus qui font qu'ils ont un contrôle quasi absolu sur les chambres, que ce soit la chambre basse, l'Assemblée nationale ou la chambre haute au Sénat. Et donc pour vous égayer mes propos de chiffres, par exemple, alors les propositions de loi de l'opposition, elles montraient que peu de chances de passer, d'une part parce que dans un premier temps, quand elles sont déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, alors à l'Assemblée nationale par exemple, un député de l'opposition peut rédiger une proposition de loi, libre à chacun d'en rédiger une, il la déposera ensuite au bureau de l'Assemblée nationale, mais le premier obstacle à l'aboutissement de cette proposition de loi, c'est la conférence des présidents, ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale la conférence des présidents qui se réunit, donc qui comprend président de l'Assemblée nationale, vice-président, président des différents groupes politiques et président des commissions. Donc au total, à l'Assemblée nationale, on a 8 commissions permanentes, et sur les 8 commissions permanentes, on en a 7 qui sont historiquement dirigées par un député de la majorité, et une seule, celle des finances, qui est dirigée par l'opposition. Donc c'est-à-dire que déjà dans cette conférence des présidents, on a la majorité gouvernementale qui se retrouve et qui a en amont du processus législatif une forme de contrôle sur les lois qui seront ou non discutées à l'Assemblée nationale, et quand est-ce qu'elles le seront s'ils jugent que les lois sont pertinentes ou non. Donc ce premier contrôle fait qu'un certain nombre de lois déjà ne passent pas c'est ce qu'on peut appeler des sortes de fourches codines institutionnelles. Et c'est ce qui fait que, par exemple, pendant la session 2009-2010, sur 53 propositions de loi déposées par les deux groupes d'opposition, une seule a été adoptée.
Et pendant la session précédente 2008-2009, il y avait 81 propositions de loi déposées et aucune n'avait été adoptée. Est-ce que c'est démocratique, ça, Raphaël? Enfin, démocratique dans une vision. Je sais qu'on élargira sans doute le débat un autre jour, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu contraignant? Il y a une majorité, une opposition, et puis basta, quoi? Alors écoute, c'est pour ça que je te dis que ce débat-là, je pense qu'il a vocation à prendre plus de place dans l'émission et peut-être qu'on devrait même y consacrer une émission entière tant le débat est large et est ouvert et en plus il imbrique plusieurs problématiques différentes. C'est-à-dire que la Ve République, si on se remet un petit peu rapidement dans le contexte, sans creuser trop dans les détails, elle a été faite à un moment où Charles de Gaulle cherchait à rompre avec l'instabilité politique de la Troisième et de la Quatrième République, où on avait beaucoup de mal à trouver une majorité stable. Et du coup, pour rompre face à cette instabilité, on a une Ve République avec des institutions où on a ce fait majoritaire qui fait qu'on a une certaine stabilité, on a un certain contrôle du président de la République indirectement et du gouvernement sur tout ce qui se passe dans le processus législatif, mais c'est ce qui fait aussi que l'opposition n'a aucun statut juridique légal dans nos chambres. À l'Assemblée nationale, l'opposition n'a aucun statut juridique et n'a que très peu de pouvoir, si ce n'est un pouvoir de communication, c'est-à-dire de se montrer dans les médias en proclamant son désaccord, en essayant de voter contre des lois à l'Assemblée nationale ou en faisant tout un tas de démarches plus ou moins, pas légales, parce que tout est légal, mais si vous voulez, il y a des petits jeux qui se font à l'Assemblée nationale pour essayer de mettre à mal l'opposition ou justement celui qui est majoritaire. Mais si vous voulez, cette marge de manœuvre, elle est très faible. Elle est très faible. Et l'opposition, justement, contrairement à des pays dans l'Allemagne où on est beaucoup plus dans le dialogue, ou même en Angleterre, où en Angleterre, la Chambre est organisée assez différemment, où on a ce qu'ils appellent alors j'ai oublié le nom, mais c'est un ghost government, ou quelque chose comme ça, un gouvernement fantôme, où l'opposition doit, si vous voulez, avoir une sorte de ministre de remplacement pour le gouvernement en place, c'est-à-dire que l'opposition propose un vrai schéma de remplacement. C'est comme si, là, par exemple, les Républicains avaient, pour le ministère de la Défense, choisi tel député les Républicains, pour le ministère de l'Intérieur, tel député républicain, et propose à chaque fois une alternative concrète pour montrer aux gens qu'il y a un projet derrière tout ça et que le dialogue est possible. En France, c'est pas du tout le cas, l'opposition n'existe quasiment pas, sa marge de manœuvre est extrêmement faible dans les institutions, et c'est ce qui fait qu'une proposition de loi formulée par l'opposition n'a que très peu de chances d'aboutir. Et ça, c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas de près à la vie politique française, on a peut-être un peu de mal à s'en rendre compte parce que justement, on entend souvent dans les médias telle proposition de loi déposée par tel député républicain, par tel député UDI, par tel député d'extrême droite, pourquoi pas. Sauf que les propositions de loi peuvent être rédigées par tout un chacun. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent, ces propositions de loi. Et c'est là que tout se corse pour ces députés-là. C'est pour ça qu'on appelle ces propositions de loi la plupart du temps des PPL, donc des propositions, des PPL d'affichage, parce qu'elles n'ont vocation, si vous voulez, qu'à permettre un affichage médiatique qui expose le député pendant un certain temps, qui lui ouvre une sorte de fenêtre médiatique d'exposition, sachant que le député sait pertinemment que sa proposition de loi ne passera jamais. Ça permet aussi de débattre dans la société, finalement. Le débat est très restreint dans les institutions. Ça, c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que le débat sur une potentielle 6e République a pris le jour depuis déjà plusieurs années. C'est un débat qui est assez omniprésent, qu'on retrouve à chaque fois, à chaque élection présidentielle. On a toujours ce lot de candidats qui nous reparlent de l'évolution des constitutions. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a mis en place en 2008 une réforme constitutionnelle aussi, parce qu'il sentait ce besoin de réformer nos institutions, peut-être d'accorder un peu plus de place à l'opposition, ou en tout cas d'essayer de changer dans le fonctionnement des institutions. Mais finalement, ça n'a pas du tout été à la hauteur des problèmes. Et on se rend compte que beaucoup, justement, en appellent à une 6e République pour changer ces dysfonctionnements-là. Parce que, comme tu le disais, Nicolas, on se retrouve face à des institutions qui renvoient l'image, finalement, de quelque chose d'assez autocratique, si je puis dire. Parce que, finalement, le président de la République impose sa loi au Premier ministre. Le Premier ministre l'impose au ministre desquels il est responsable. Et finalement, après à l'Assemblée, c'est une mise en situation souvent théâtrale de la vie politique, alors qu'on sait très bien que les enjeux sont souvent joués bien avant. C'est notamment le cas des questions au gouvernement qui ont lieu le mardi ou le mercredi après-midi, où quelque chose, voilà, pour moi c'est le symbole absolu de cette Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on a une pseudo-séance de questions-réponses avec les ministres, où finalement les ministres sont déjà au courant, dans la grande majorité des cas, des questions qui leur seront posées, donc ils préparent leurs petites réponses. Ça permet à des députés de se montrer
et de se montrer déjà à la télévision pour les gens de leur circonscription qui pourront dire ah monsieur machin, je vous ai vu à la télé mardi, Oui, ça les rend très populaires. sympa votre question, voilà. Et ça permet aux ministres aussi d'expliquer leur politique et tout, mais dans quelque chose qui est finalement très peu utile parce que tout est déjà orchestré et que ça ne fait finalement pas avancer le débat dans notre société. Alors revenons justement sur ce débat en question, celui donc d'ABC, c'est celui qui a été sorti et qui a donné naissance à cette question Ouais, qu'on tout pose à fait. aujourd'hui, de supprimer l'amende qui est aujourd'hui attribuée à ceux qui font des petits excès de vitesse généralement inférieurs à 10 km/h. Et Ouais. effectivement, toi tu dis, ce serait, même si admettons qu'elle passait cette proposition, enfin en tout cas qu'elle était débattue, ce serait un très mauvais signe envoyé à différentes choses. Un, sur le plan de la sécurité routière, et puis deux, bien sûr, pour Voilà. l'écologie, par exemple. Oui, parce que alors voilà, je prenais l'exemple du périphérique parisien où la vitesse a été limitée récemment à 80 km/h pour des raisons déjà pragmatiques pour limiter l'engorgement et les bouchons, et dans un second temps aussi pour des raisons écologiques parce qu'on sait que rouler moins vite globalement permet de limiter la pollution. Et donc c'est vrai que mettre un terme aux amendes pour les infractions qui se situent en dessous des 10 km/h me semblerait complètement contradictoire avec les politiques qui sont mises en place. Et comme je vous le disais aussi, je ne sais même pas si la proposition de loi pourrait passer, dans le sens où tout amendement ou proposition formulée par le gouvernement ne doit pas accentuer une charge budgétaire ou limiter le budget de l'État en vertu de l'article 40 de notre Constitution. Et là, pour le coup, moi, je constate une réduction du budget de l'État qui serait concrète, parce que du coup, tout un nombre d'amendes qui sont délivrées à l'heure actuelle par les forces de l'ordre ne seraient plus d'actualité. Alors toi, par exemple, enfin concrètement, donc tu n'es pas pour, par exemple, si cette question devait être débattue. Non, je suis formellement contre, formellement opposé à ça. Justement, à une heure où on critique souvent, à tort ou à raison, j'ai ma petite idée, le pseudo-laxisme de notre garde des Sceaux, Madame Taubira. Je pense que mettre un terme aux amendes pour les infractions se limitant à moins de 10 km/h, ça me semblerait complètement obsolète et complètement ridicule. Alors, on va demander par exemple à nos trois intervenants de ce soir, Marc, Baptiste et Nelson, pour ton information, Raphaël. Peut-être commencer par Marc, dont je connais l'habitude pour les petits excès de vitesse, ou enfin, attention, pas forcément, j'allais dire pas forcément chronométré finalement, mais voilà, ça nous arrive à tous d'être au-dessus de la vitesse de toute façon. Oui, non, mais moi je te dis, à titre personnel, je trouve plutôt ça bien. C'est vrai que je trouve ça bien qu'on puisse ne plus être. De devoir payer quelque chose pour des petits excès de vitesse, mais j'ai peur. Moi, à titre personnel, je sais que moi, j'ai plus, maintenant que je me suis fait avoir, c'est bon, j'ai plus envie de. Je fais super gaffe et je dépasse plus. Mais j'ai peur de l'effet domino que ça peut avoir, comme je disais tout à l'heure, avec des gens qui, du coup, se disent bon, bah maintenant on paye plus, vas-y, on va rouler 10 km au-dessus, ça, on pourra partir plus tard le matin. J'ai un peu peur de cet effet-là sur la majorité. Voilà, Bon, a priori, t'as bien compris. compris que ça ne passerait pas de toute De façon. toute façon, oui, j'ai bien compris que ça ne passerait pas. Donc d'un côté, Non, mais le débat sert pas à grand chose, mais c'est vrai que ça ne va pas dans le sens de ce qui a été annoncé, on est plutôt dans le sens de réduire les vitesses et d'être de plus en plus sur la sécurité routière, c'est en tout cas ce que réclament les associations, et elle semble être entendue quand même par le ministre. Nelson, pardon. Ouais, non, moi j'aurais tendance à dire, excusez-moi, faut que je parle de ce côté-là, à dire que je suis pas sûr que ça changera grand-chose au comportement des gens sur la route, sachant que même avec des limitations, les gens font ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça que ça devient très très compliqué de vraiment rouler en dessous des limitations de vitesse, parce que quand tu roules à la bonne vitesse sur l'autoroute, t'as toujours un connard qui arrive derrière toi qui te fait des appels de phare, genre bouge-toi à la place. Enfin, moi je vais plus vite, faut que tu te décales quoi. Donc le fait en plus qu'on mette pas d'amende, je sais pas, ça changera peut-être pas grand-chose. Mais si on l'a bien vu tous les quatre, on était le week-end dernier ensemble, en l'occurrence sur le périphérique. C'est vrai que les vitesses sont parfois quand même difficiles à tenir en termes. Enfin voilà, les moteurs d'aujourd'hui sont difficiles. Quand j'ai passé le permis, c'est que ça me paraissait simple de respecter les vitesses. Il y a marqué c'est limité à 90, bah tu montes pas au-dessus, c'est simple. Le principe est simple, oui. Dans l'idée, c'est très simple. Par contre, dans la pratique, avec toutes les personnes qui roulent, mais comme des malades, franchement, c'est limite dangereux si tu veux. Là, je suis pas sûr que ça aide à ce que les gens respectent. Maintenant, les gens respectent pas, donc limite. Si je peux
me permettre Ouais, une petite Raphaël. intervention, faut aussi noter que de plus en plus de voitures sont équipées de régulateurs de vitesse. Bien. Ah oui, Ah oui, oui, non, mais et ça, en c'est une plus, très très rouler à belle. 80 ou à 90, c'est une Mhm. question aussi de volonté. Parce que de toute manière, quand c'est limité à 50, des gens voudront rouler à 60. Quand c'est limité à 90, des gens voudront rouler à 100. Et quand c'est limité à 130, des gens roulent à 140. Oui, mais la question Donc, quelle inverse que que je soit la pose, ouais, limitation, Raphaël, la question inverse que je poserais, c'est aujourd'hui on justifie la réduction des limitations de vitesse. Le premier argument qu'on souligne d'habitude, c'est pas l'écologie, soyons francs, hein, ce que nous non, disent les tout à fait, gouvernements, ouais, ça c'est c'est pour bien d'éviter les agrémenter accidents. la chose. Hein, d'éviter les accidents. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Très franchement, la plupart des accidents, on nous dit la mortalité sur les routes est due aux excès de vitesse, enfin aux vitesses importantes. C'est bien généralement des excès de vitesse et non pas le respect des vitesses actuelles qui font ça. Donc, est-ce que de réduire la vitesse autorisée, sachant que ce sont déjà des excès de vitesse qui enfreignent, enfin qui créent les accidents, est-ce que c'est pertinent aussi, quoi? Mais alors je comprends ta question. Le problème c'est que alors déjà le premier argument souvent qui est mis en avant, justement pour le périphérique en l'occurrence, c'était pas les accidents, c'était les embouteillages. C'était le fait de rouler à 80. Oui, oui, ça c'est pour le limiter la périphérique, vitesse à mais rappelons 80, qu'il y a aussi un débat aujourd'hui limiter pour à 80. réduire Oui, les vitesses. bah après quelqu'un qui roule à effectivement il y a le côté dépassement des normes qui fait que si la route est limitée à 50 et que quelqu'un roule à 80, il y a de fortes chances que ça crée un accident. On est d'accord là-dessus, je pense que les experts le sont aussi. Ça existera toujours, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que si on peut quand même faire en sorte de limiter un petit peu ce risque-là, moi je m'y opposerai pas, surtout si c'est une limitation qui est dérisoire, comme passer de 80 à 90. Forcément, il y aura toujours des chauffards pour rouler plus vite que ce qui est autorisé. Il y aura toujours des gens qui voudront aller plus vite, qui voudront arriver 5 minutes avant chez eux. C'est pas en fonction d'eux qu'il faut légiférer, c'est plutôt en fonction de la majorité des gens et de ce que les experts nous disent sur le risque d'accident. Sauf que la majorité des gens, c'est aussi à des moments, t'as un mec qui va être pressé un matin, qui va faire n'importe quoi. Je pense que ça arrive à tout le monde une fois ou deux de dire bon allez fuck, là je suis pressé, je vais être en retard ou un truc comme ça, faut vraiment que je me dépêche. Et là tu bombardes. Là, enfin, c'est dire que c'est qu'une minorité de gens qui font ça, je crois pas que ce soit solutionner le problème. Enfin, après, ça, dans ce cas-là, si l'argument c'est ça arrive à tout le monde et finalement quand on est pressé, tout le monde roule vite, dans ce cas-là, qu'on arrête les limitations, il n'y aura plus de problème. C'est pas ce que je dis, cet c'est argument juste peut mener que... parce que finalement il faut mettre une limitation. Alors après qu'elle soit à 110, 120, 130, ça, les gens de toute façon, je pense qu'ils seront rarement contents sauf si elle est à 180. Mais bon, une limitation, il y en aura toujours une. Après, si t'es en retard pour aller au boulot, j'ai envie de dire aux gens qui sont en retard pour aller au boulot, au lieu de bombarder, demain tu te lèveras plus tôt et tu partiras plus tôt. Ouais, enfin, non, mais après, je suis si tu mets d'accord. en danger la vie d'autrui et que tu te mets en danger toi-même, si t'arrive quelque chose, ça sera aussi le problème du conducteur en question qui sera pas assuré, qui sera responsable et qui devra assumer les conséquences de ses actes. Mais enfin, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le même cas que Marc. Je me suis fait choper une fois, genre à 2-3 km/h près. Et bon, bah, un point de permis, plus c'était genre 70 euros. Ouais, sauf que c'est un peu hypocrite de dire ça, parce que c'est pas 2-3 km/h, finalement, il y a toujours cette marge-là, donc finalement, c'est plutôt à 8-9 km/h. Eux, par définition, ils enlèvent 5 ou 6 km/h sur l'amende, sur la vitesse. Oui, non, mais le moment où ils t'attrapent, donc au final, c'est à 2-3 sur le papier, mais en vérité, c'était plutôt 8-9. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est ce que je te dis, à 2-3 km/h près sur le papier, je me suis fait avoir. Donc là, à ce compte-là, j'aurais bien aimé te dire oui, voilà. Bah ouais, ils auraient pu franchement être cool, à 2-3 km/h c'est peu. Mais au final... Mais non, Attends. Non, mais, oui. Je t'explique. Tu vois, sur le coup je me suis dit ça et en fait c'est vrai que... avec le recul je fais bah non mais j'ai cherché tu vois, enfin j'aurais pas dû, c'est tout. Là après il y a des gens qui disent ouais non mais on devrait pas... Non, à partir du moment où la loi c'est ça, les gens devraient pas avoir à râler. Et là on va... se prétexte que les gens râlent, on va changer la loi. Enfin... Non, enfin, au bout d'un moment, faut que les gens se responsabilisent aussi. S'il y a une interdiction, c'est qu'elle doit être respectée. On n'a pas entendu Baptiste sur ce sujet. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Baptiste? On va faire plus de 60. Oui, effectivement, je suis équipé d'un véhicule qui ne va pas très vite, donc moi ça va. La Punto? La Punto. Non, mais effectivement, c'est le côté. Il y a déjà une certaine tolérance de toute façon mise en place vis-à-vis d'un certain pourcentage de ta vitesse, c'est ça? Oui. En fait, en dessous de 100 km/h, on est à peu près à 5. Et puis sur les radars automatiques, au-delà de 100 km/h, on est à 10. Voilà, c'est ça. Il y a déjà une tolérance mise en place. On va commencer en plus à augmenter à chaque fois la marge d'erreur des gens au final. Pour leur donner un peu plus de liberté, c'est ridicule. Oui. D'autant plus, là, les moteurs de voitures sont déjà faits. Il y a déjà un différentiel qui est fait. C'est un petit peu n'importe quoi.
Donc oui, effectivement, faut pas rouler trop vite. On a compris donc a priori qu'effectivement, globalement, vous n'êtes pas pour des modifications dans un sens ou dans un autre, finalement, que tout le monde se satisfait bien dans le quotidien, Voilà. et puis voilà. Oui, Raphaël? Et pour conclure le débat, après je vais vous laisser finir l'émission, mais j'espère que vous aurez bien quand même tous compris que cette proposition de loi c'était de la démagogie absolue Voilà, oui, c'est ça. et que ça n'avait vocation qu'à faire parler du député, et ça fonctionne parce qu'on est là ce soir à en discuter, alors que finalement ce député-là, personne n'en a entendu parler avant, c'est un kidam et qui a voulu mettre la lumière sur lui, ça a fonctionné. Et le pire, c'est que c'est fait à des fins politiciennes, quoi. C'est-à-dire qu'il sait très bien que dans sa circonscription, j'ai pas regardé, mais il suffit que ce soit une circonscription où il sait que les véhicules sont beaucoup utilisés, si c'est un peu rural ou quoi que ce soit, et du coup il sait que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd et que les gens seront sensibles à ces arguments-là. Mais tu vois, C'est jamais innocent, de toute façon, c'est forcément pas un député du 10e arrondissement de Paris, parce que sinon Ouais. ça n'aurait aucun sens. mais c'est vrai que tu as raison de souligner qu'aujourd'hui, bon alors nous on en parle, mais bon finalement on a fait un peu de pédagogie, donc c'est pas plus mal, mais que dans un autre sens, effectivement, les médias ont fait ces derniers jours leur une parfois sur cette proposition de loi qui effectivement, comme tu le dis toi-même, est loin d'aboutir C'est du et flan, n'aboutira c'est pas du de flan, toute façon. c'est clairement du flan, et je pense que beaucoup de médias le savent aussi. Enfin, en Bah tout cas, oui, ceux qui évidemment. s'intéressent de près à la Enfin, politique. j'ose imaginer que les Mais journalistes voilà. sont au courant du fonctionnement de nos institutions quand même. Je passe un appel ce soir au rédacteur en chef de Politiquement Incorrect Il y en a pour pas. mettre en place un débat sur les institutions de la 5e République et pourquoi pas un potentiel passage à une 6e République qui accorde en tout cas plus d'importance au Parlement peut-être au détriment du président de la République. Mais on compte sur toi pour être présent sur le plateau ce soir-là, quand Raphaël, qu'on puisse quand même dialoguer de façon plus facile finalement pour nous quand même. Bah écoutez, pourquoi pas. Ok, très bien, on organise ça. Merci Raphaël d'être intervenu ce soir sur ce débat sur la sécurité routière. Et puis bonne soirée à toi et à très bientôt alors. Salut à tous. Salut Raphaël. Ciao. Salut. Alors effectivement, messieurs, débat fort intéressant. On ne va pas beaucoup le poursuivre puisque nous avons déjà dépassé le temps imparti à ce débat. Mais simplement, voilà, pour terminer, on a compris, Marc, que toi, supprimer l'amende, tu ne serais pas contre de toute façon dans l'immédiat, Oui. ça permettrait, voilà. Mais rappelons qu'effectivement, ce n'est pas le contexte économique de l'État aujourd'hui, ni dans la philosophie, je dirais, sécuritaire et écologique de le faire. Et effectivement, cette proposition de loi a très peu de chances d'aboutir. Mais voilà, c'était intéressant de débattre avec vous ce soir, de pousser un petit coup de gueule pour ma part au début de cette intervention, puisque voilà, on s'est pas compris sur les termes, mais c'est pas grave. Et puis Si, on voilà. s'est compris, c'est juste que on Non, t'incrimine pas je dans ce que tu m'imite. dis. Tu dis n'importe quoi, on va te Non, le dire. hein. Non. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, Nico. Je comprends tout à fait. Et puis, je pense que c'est un phénomène typiquement dans les grandes villes. Où les Oui, motos- non, bien je pense sûr, que bien sûr. Je pense que c'est vrai. Et non, moi, je comprends tout à fait que c'est agaçant quand les motards, même à titre personnel, quand tu fais de la moto, puis que tu vas entre les fils. Moi, j'ai pas. Enfin, c'est quand une fois avec Nelson, on avait pris pour le périph' en moto. Moi, je roule doux parce que c'est toujours. Je me dis, c'est normal, une voiture qui va pas regarder, ça arrive et je comprends, l'erreur est humaine. Ça peut arriver que ça déboîte. Mais quand j'en vois qui me klaxonnait quand je roulais à 50 entre les fils et qui me doublait au moins à 100 km/h entre les fils, moi, ces mecs-là qui klaxonnent et qui t'engueulent, la première chose que j'ai envie de faire, même si je fais de la moto et qu'à un moment il y a une solidarité, j'ai envie de lui casser la gueule parce que c'est un con. Voilà. Et tu parlais du périph', et c'est vrai que on parle, Raphaël disait il y a quelques instants que la limitation des centres de 90 à 80 c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très difficile Ouais, non, de ça, je tenir suis par pas exemple le d'accord. 80 sur le périph' la nuit, là où il n'y a pas d'automobilistes. C'est vrai que c'est difficile. Bon, après la décision a été prise et chacun doit respecter la loi, mais on peut effectivement être Comment c'est difficile, contre ce Il qui. n'y a rien de plus simple. Enfin, On était tous les cas dans la même voiture, je te rappelle, et c'était effectivement C'est difficile difficile, avec les c'est- descentes et les montées de tenir le 80, et je dirais même plus, après c'est de la sécurité ou c'est de l'écologie, donc voilà, mais très sincèrement, ce n'est pas justifié d'être à 80 sur le périphérique qui est une route calibrée en termes de distance, etc., enfin de largeur des voies, pour être à 90 aisément, je veux dire, elle est faite Oui. pour ça, la route, et aujourd'hui, être à 80 sur cette route-là, c'est difficile dans le sens où effectivement, on a l'impression de ne pas avancer. Voilà, c'est simplement ça. Effectivement, ce n'est qu'une impression et j'en conviens très bien. De toute façon, Mais voilà, c'est pour il y a dire un vrai qu'effectivement, la argument. route est calibrée à la base pour être à Il y a 90. vraiment quelque chose qui pourrait être fait là-dessus, mais Mm. malheureusement, pour des raisons écologiques, ça passera jamais. Moi, je pense que certaines routes la vitesse doit être augmentée la nuit. Moi, je trouve que ça semblerait logique. Alors après, je sais pas si l'argument écologique fonctionne parce que quand on roule plus vite, certes, on pollue plus, mais on rentre aussi plus vite chez nous, donc le moteur est allumé moins longtemps. Donc je sais pas, il faudrait faire des calculs pour Alors, ça. c'est ça que je voulais rebondir sur ce que Raphaël disait. C'est rappeler ça, effectivement, il disait à un moment, arrivé 5 minutes plus tôt.
Il parlait messieurs, il parlait d'arriver 5 minutes plus tôt, donc d'accélérer, d'arriver 5 minutes plus tôt. On sait en plus que aujourd'hui, accélérer ne permet pas forcément d'arriver plus tôt. Enfin, je veux dire, vraiment de rien du tout. Ça se compte en secondes. Le fait d'être à une vitesse supérieure à celle réglementée ne vous fait gagner que quelques secondes sur un itinéraire classique et vraiment pas grand-chose. Et même sur les routes des vacances, souvent ils le disent d'ailleurs à ce moment-là, les différentes télévisions n'hésitent pas à le dire. Effectivement, être à 140 au lieu de 130 sur l'autoroute ne vous fera gagner que quelques minutes sur un très très long trajet. Donc voilà, soyez prudents et ça, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, mais bon après chacun a ses impératifs de vie et agit comme bon lui semble. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler d'actualité avec les news médias de la semaine. Que voulez-vous, messieurs? Tu as bien compris, Nelson, qu'il faudra que tu bosses pour nous changer ces jingles. Mais voilà, on a partitionné l'émission. Je me suis occupé des jingles et mes camarades ne sont pas pour. Bon, bah écoutez, on peut pas toujours faire du whiplash en jingle. Pardon, excusez-moi. Si on peut. On pourrait, mais voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous avons intitulé cette nouvelle rubrique à la télé comme au ciné, les artistes et animateurs passent et trépassent. Alors j'en conviens, le titre est un petit peu douteux, mais effectivement, on a eu des artistes ces derniers temps. Alors rappelons les quelques noms qui sont sortis, et notamment en France, Michel Delpech et Michel Galabru. Donc Michel Delpech, le chanteur, Michel Galabru, l'artiste, enfin pardon, le comédien, voilà, l'homme de cinéma, l'homme de télévision. Il a joué avec Louis de Funès entre autres. Voilà, on va pas refaire sa vie. Et puis la mort également de David Bowie sur le plan international. Et aujourd'hui, nous avons appris celle, je le disais en introduction, de l'acteur britannique Alan Rickman, qui est mort. Nelson, est-ce qu'on a d'autres références qu'Harry Potter pour ce monsieur qui jouait Rogue dans Harry Potter? Oui. Ouais, déjà, il y quand a même. Die Hard, il y a Galaxy Quest, il y a plein de trucs. Hein, Love Actually. Love Actually, ouais. Et il était dans Robin des Bois aussi. Oui, c'était lui, le shérif de Sherwood, là. C'est pas le shérif, C'est pas c'était le le mec shérif, qui c'est- remplaçait le frère prince, du roi, quoi, bref. Qui remplaçait le roi cœur de lion. Ouais, et puis il y a d'ailleurs les films de Tim Burton, où il jouait le juge dans Sweeney Todd. Non, il a fait plein de trucs, c'est un acteur assez incontournable. Un acteur assez incontournable, mais en Angleterre, hein, en France, bon, bah, faut aimer un peu le cinéma, regarder des films et tout, pour vraiment être concerné par ça. Mais c'est vrai que son rôle le plus marquant, enfin ses deux rôles les plus marquants, c'est déjà dans Die Hard et Hans Gruber. Hans Gruber et puis Professeur Rogue dans Harry Potter, c'est sûr. Ouais. Alors effectivement, on le disait, les acteurs passent, enfin les artistes, pardon, sont des personnes auxquelles on s'attache finalement, et on célèbre, tiens, aujourd'hui par exemple, les 30 ans de la mort de Daniel Balavoine, qui était mort sur le rallye Dakar en hélicoptère avec le fondateur de ce rallye. Voilà, disons que c'est un début d'année assez joyeux, hein, dans le monde des médias. Ouais, c'est pas mal. On a un beau palmarès, hein. Mais il y a Baptiste qui me disait un truc intéressant tout à l'heure, je pense que tu... Pour une fois. Non, parce que tu m'as balancé tout à l'heure sur Facebook à propos de notre génération. Je vais peut-être te laisser le dire. De notre génération. Ouais, qu'on allait voir tout le monde mourir. Qui porte votre nom. Oui, c'est triste. C'est vrai. Nous faisons partie de la génération, hein, qui a grandi, on va dire, avec les films du cinéma d'action 90. Pas que. Pas que, mais voilà, on a grandi avec le cinéma des années 90, qui était très très belle époque, hein, pour le cinéma. Et surtout, pour ceux qui auront la chance de vivre un peu plus longtemps, on participera, on sera sûrement là, présent, en tout cas lors de la mort de grandes stars telles que quoi, Nelson, déjà? Bah, Schwarzenegger déjà. Et puis Rambo, quoi. Rambo va peut-être mourir un jour quand même. On va perdre des piliers de notre génération. Enfin, Ouais, non, mais même musicalement, il y a des grandes stars des années 70, 80, enfin des musiciens, des acteurs, des personnalités qui nous sont chères. Je pense nous, on le verra, tu vois. J'attends quand même avec appréhension la mort de Johnny. Ah non, je l'ai pas dit. Enfin, non, parce que c'est toujours triste, quoi. Enfin, Johnny, c'est quand même machin. Bien sûr, c'est triste. Je sais que nous, par exemple, Il a on failli, le verra, il y a quoi. quelques mois, il y a quelques années maintenant, mais Ouais. voilà, il était à l'hôpital et tout.
Mais il va finir par y arriver. Bon, au-delà de la Il s'entraîne, politique, c'est tout. Non, mais après, au-delà de la politique fiction, là, pour effectivement. reparler à ce que tu disais, je pense le cœur du débat pour toi, c'est à quel âge doit-on peut-être passer la main, notamment à la Oui, voilà, télévision. c'était l'une des questions Tu qu'on se penses posait. à Alors, Julien Lepers, Julien par exemple Lepers, effectivement, qui était le présentateur, enfin qui est encore pour le moment, en tout cas à la télévision, puisqu'il ne... En fait, Julien Lepers donc s'est fait recevoir par la direction de France 3 fin décembre. La Il fait directrice, tatouer chez Hanouna. oui, hier soir. Permanent, apparemment. Julien Lepers donc a été reçu par la directrice de France 3 qui lui a annoncé au lendemain du tournage de la dernière émission avant Noël qu'il était remercié, en gros, qu'il ne présenterait plus Question pour un champion, que la chaîne ne voulait plus de lui. Et donc on a appris entre-temps qu'il a été remplacé par Samuel Etienne. Pour le moment, France 3 diffuse encore les dernières émissions qui ont été tournées, donc précisément avant les vacances de décembre. Et donc fin février, au moment où il y aura des nouvelles émissions qui auront été tournées, eh bien ce sera Samuel Etienne, pardon, je suis pas intime avec lui, qui prendra le relais de Julien Lepers. Julien Lepers qui était reçu hier donc dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, où il a pu expliquer tout cela. Et puis effectivement, il est revenu donc sur le fait qu'il était mis à la porte et d'une manière peu conventionnelle, puisqu'on ne lui a pas laissé faire ses adieux, puisque précisément on lui a annoncé la chose au lendemain du tournage de sa dernière émission. Donc effectivement, eh bien il était un peu peiné. L'homme a 66 ans. Voilà, on a d'autres figures, alors souvent effectivement sur le service public comme ça, qui restent et demeurent. On a Gérard Rolls, voilà, des personnalités comme ça qui genre René Godard pour le sport, voilà, qui ne font pas l'unanimité et qui sont toujours présents, qui restent. Et on le sait, hein, il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas particulièrement, même s'ils font de Cyril l'audience. Hanouna, on se demande quand est-ce qu'il va partir, lui. Par Ah, en contre, l'occurrence hier soir, puisque voilà, j'ai vu l'émission, il a fait fort. Hein. Effectivement, il était particulièrement détestable quand même, l'homme. mais c'est un mec détestable à tous les niveaux. En plus, bon, tout le monde se connaît son penchant très fort pour la poudre blanche. Bref, non, pour parler de. Non, mais enfin bon, secret de polichinelle, hein, j'ai envie de dire. Non, pour parler de Julien Lepers et de ce genre de type-là, quand c'est être remercié par sa chaîne, faut vraiment avoir fait quelque chose de grave, sachant que, enfin, Question pour un champion, c'est quelque chose, ça fait partie de l'identité de France Télévisions. C'est un truc qu'on a tous vu, que beaucoup de gens regardent quand ils ont rien d'autre à regarder. Et si c'est pas Julien Lepers Ça qui fait 1,5 présente, million, 2 millions chaque soir, hein, la ouais, fourchette. Hein. voilà. Et puis franchement, si c'est pas Julien Lepers qui présente, mais Là que tu enfin, vois que la Vous, France vous pensez que les vieillit. gens vont arrêter de regarder Question pour un champion? Est-ce qu'il y aura plus Julien Lepers? Sachant Mais qu'il fait c'était partie. l'âme de il fait- l'émission, Non le mais mec. attendez, excusez-moi, mais il fait partie, comme Patrick Sébastien, des gens que des personnes, malgré ce qui a pu être dit hier dans Touche pas à mon poste, le gars, les gens regardent l'émission parce que c'est un truc qui dure depuis 30 ans, mais c'est pas pour JulienLepers qui regarde l'émission quand même. mais enfin, quand même, Question pour un champion, Julien Lepers. Le mec Enfin, fait c'est- partie de l'émission. C'est Je veux dire, c'est l'émission, les gens n'écoutent pas Politiquement Incorrect pour m'entendre. Mais non, mais- Personne n'écoute l'émission déjà. Et alors on me dit, ils disent bonjour, il y a Nicolas qui fait une émission, pourquoi il y en a qui parlent avec lui? On me dit toujours, hein, il dit si t'étais pas là, ils arrêteraient d'écouter. Non c'est mais qui, messieurs, eux non mais Non, pour, non, mais enfin, pour non, revenir non, sur non, Julien pour Lepers, ceux qui Nelson. écoutent tout le temps, Messieurs, s'il vous plaît, comme tu Nelson. dis, je pense que là, pour le coup, Julien Lepers fait vraiment partie de l'émission. C'est-à-dire que Question pour un champion, tout le monde voit Julien Lepers. Le nombre de trucs qui ont été sortis sur Internet après avec Julien Lepers, je pense des trucs de la mer Noire, il y en a plein, il y en a des milliers des comme ça. C'est quand même, putain, c'est Question pour un champion, c'est Julien Lepers. Et non, je vais finir quand même, attends. Et Mais on te laisse se faire terminer, remercier Nelson. par une chaîne parce qu'on veut rajeunir le truc, je pense que là, c'est assez malhonnête. S'il avait vraiment fait des conneries qui déconnaient à plein tube, là, je dirais, d'accord, c'est logique. Mais pour ce genre d'émission, je pense que ça devrait venir, la décision de partir d'une émission, ça devrait venir justement de l'intéresser, si lui il sentait qu'il pouvait plus le faire. Et dernière petite chose pour conclure, je prends pour exemple PPDA qui lui il avait fait son truc, il n'avait pas été Et Claire viré, Chazal, il y a pas longtemps. Ouais, Claire même Chazal, même si elle a dit, été bon, virée in extremis, elle a eu le temps de dire au revoir quand même. déjà elle a eu le temps de dire au revoir, et puis non, mais enfin je pense que ça vient d'une volonté aussi de sa part. Voilà, c'est bien quand les gens, enfin ça fait partie de l'identité de la chaîne aussi, enfin au bout d'un moment J'ai envie de dire, Claire Chazal, elle bosse dans les infos. C'est un peu normal, c'est le scoop de son licenciement. Effectivement. Voilà. Marc, tu souhaitais intervenir, je veux bien que tu interviennes, mais alors en faisant Julien Lepers quand même. Non, Bah attends, tu le fais, Je sais pas tu le le faire. tiens. Voilà, il le fait bien, lui, il le fait bien. oui, il le vous fait êtes bien. dans ce jeu. Non, mais lui, il le fait bien, il le fait bien. Fais Non, pas ton moi, timide. Je serais pas aussi catégorique. Je ne serai pas aussi catégorique. Vas-y. Je ne veux pas imiter Je ne Julien suis pas si Lepers. Je ne veux pas. Bon, t'écoutes, Marc. 4 candidats. Le jeu. Voilà, je rigole. bah oui. Non, donc je disais, Nico, que moi je suis pas aussi catégorique que Nelson parce que
Alors bon, j'ai que comme moyen de référentiel seulement mes grands-parents, donc ça vaut peut-être pas beaucoup. Mais en tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas faire de la casuistique et prendre un cas général pour en faire une générale, pas un cas particulier pour en faire un cas général. Mais en tout cas, je sais que c'était plus par habitude de l'émission et que pour qui regardait Question pour un champion que pour forcément Julien Lepers, qui sur certains côtés, même sur beaucoup, l'exaspérait, l'énervait parce qu'il était trop super, trop actif, toujours en train de gueuler, en train d'en faire trop, en train de toujours de théâtraliser cette émission et ça avait tendance à les saouler. Donc si pour nous c'est vrai, Question pour un champion c'est avant tout accolé à Julien Lepers, je suis pas sûr que ça dérange beaucoup qu'il s'en aille, même si ça fait un changement bien évidemment, mais l'habitude restera là, d'autant que le personnage n'était pas apprécié par tout le monde. Je crois même savoir que d'ailleurs c'était quelqu'un d'assez désagréable hors antenne. Et donc tout Oui, ça il s'est lâché. mais il l'a reconnu hier à demi-mot en disant qu'effectivement il n'était pas évident lors des tournages, lors des sessions de tournage de Question pour un champion. Rappelons quand même que les jeux sont tournés par salve. En gros, on tourne généralement un mois d'émission, sachant que Question pour un champion, il y en a quand même 6 par semaine, et il y en a eu 7 à une époque. 6 émissions donc par semaine, et donc on tourne généralement dans le domaine des jeux un mois d'émission en une semaine, voilà, en 7 jours. Donc c'est comparable à des rythmes de tournage comme les séries, comme les films, enfin comme les séries surtout d'ailleurs, comme des séries comme Plus belle la vie où on fait tourner 30 acteurs alors que là le mec il est tout seul pour tenir l'émission quoi. Baptiste. Oui, j'aimerais Tu as comment. participé à Question pour un champion. Oui, bonsoir. Non, non, mais déjà, j'espère qu'il va trouver autre chose à faire après. J'espère que quand il s'est fait virer, quand il s'est tiré du bureau, il a chopé une encyclopédie. Ce serait quand même dégueulasse, le Son mec. encyclopédie Larousse. Voilà, l'encyclopédie Larousse de 96, incroyable. Non, mais très franchement, le mec fait quand même partie un peu de la culture du truc, la culture de la Mais télé, en quoi. France, Le gars, enfin, en tu France, tout le monde penses, le non, connaît. mais quand tu penses à l'émission Question pour un champion, tu penses à Julien Lepers, quand tu penses à. Tu penses à quoi, la roue de la fortune. Tu penses à Philippe Risoli. Mec, il y a d'autres émissions comme ça qui sont reliées à un présentateur qui est là depuis plusieurs années, qui représente au fur et à mesure. Ouais, c'est un peu c'est le le mec Fort qui- Boyard sans le père Fouras, quoi. Sans le père Fouras, oui, enfin, après on n'a jamais vu sa vraie tronche. En même temps, Olivier Ouais, Mine a c'est très pareil. bien repris l'émission. Ouais. Si, Olivier Mine était bien, était un bon remplaçant à Patrice Laffont quand même. Oui, surtout Ouais. qu'entre temps il y a quand même eu Castaldi, Jean-Pierre Castaldi Lui, il était très bien. Jean-Pierre Castaldi. qui a Ouais, présenté oui, très pendant bien. 2-3 ans le programme, oui. Excuse-moi, j'ai fait un coma pendant cette période. Depuis ce temps-là, le fort s'effondre un peu dans l'eau. Voilà, C'est- moi c'est je, suis, assez terrible. moi je suis resté à l'époque avec. Merde, comment il s'appelle Patrice Laffont. Oui, non, oui, bien sûr. Mais d'autres émissions aussi Ah, encore, pardon. avec telles que Vidéo Gag, Bernard Oh Montiel, là là. avec, avec Bernard Montiel et autres. Non, Mais mais tu voilà, vois, ça non, mais genre, remonte. imagine, Ça remonte les imagine, souvenirs et tout, ouais, mais imagine c'est comme Motus eux- sans Thierry Beccaro. S'il te plaît. C'est comme E égale M6 sans McLesky, tu vois. C'est à peu près Mais ça. ouais, carrément, Ouais. mais carrément. Bon, maintenant, t'auras un youtubeur qui va remplacer, sûrement. Mais ouais. Bon, j'espère qu'il aura au moins un an de métier. Alors, rappelons qu'on ne sait pas encore qui va remplacer Samuel Etienne au 12-13, émission qu'il présentait, puisque Samuel Etienne, qui est le remplaçant de Julien Lepers, était était journaliste, et toujours d'ailleurs journaliste, puisqu'il perd pas sa carte de presse, mais voilà, il est journaliste à la base, présentateur, il a présenté des émissions, il a fait de l'information en continu sur iTélé, et puis il a présenté le 12-13 depuis quelques années maintenant, l'information sur France 3. Changement de casquette donc pour un journaliste qui va devenir animateur de télévision. Voilà, quand je dis les animateurs passent, bon, et trépassent pour certains, mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi le jeu de la télévision où on est bien payé et où finalement, je voudrais souligner un truc, c'est ce qu'on avait dit à l'époque sur Claire Chazal. Effectivement, Julien Lepers s'est fait salement remercier, j'ai envie de dire, mais à côté de ça, on va pas non plus plaindre le monsieur. Bah, le plaindre, non, mais enfin bon, c'est une partie de l'identité de la télévision française. Bon, c'est souvent un crame, il y a quand même des choses auxquelles on tient, et je pense que Julien Lepers, ça en fait partie. Mm. Ça fait partie d'une part de l'identité française, ouais, c'est bon. Bon, il a annoncé Ok. hier qu'il rebondirait, hein, il va certainement arriver soit sur une chaîne, enfin, il va arriver dans un des 3 grands groupes, un Canal, M6 ou TF1. Bah, On va le retrouver sur une chaîne de la TNT. Certains disent qu'il va arriver Ouais, dans très l'équipe de certainement, Cyril ouais. Hanouna. Bon, en tout cas, il fera peut-être quelques passages, mais voilà. Bah, je lui souhaite. Hein, bon. Revenons très brièvement sur nos amis les morts, j'allais dire. Effectivement, est-ce que vous aviez, messieurs, des choses à rajouter sur ces acteurs, ces artistes qui nous ont quittés? Alors, généralement, quand même, à Qui sont des morts, âges non, ça va. C'est clair. Hein. qui sont morts à des âges raisonnables. Bah, c'est le cancer, hein, tu sais. Oui, des cancers, mais je veux dire, quand même, ils avaient passé. Ils en ont fait pas mal les concerts ouais. pour certains, non Ils avaient un certain âge, mais j'avais envie de dire leur Mais carrière jeune- n'était pas jeune, terminée. Là, voilà, c'était c'est le ça. concert de trop. C'est ça aussi. Bah, je Mais alors pense ça, à c'est pareil, Lévi, voilà. Notamment, lui, ça fait un C'était moment. le cancer de trop, dit Marc, oui. Bah, je pense, par exemple, à un mec comme Lémi, lui, c'est quand même assez étonnant qu'il ait vécu aussi longtemps.
Mais, Non, mais Lémi, c'est un miracle, ce mec, de toute façon. ouais, c'est un Même miracle Michel en soi. Delpech était condamné, normalement il devait mourir plus tôt là, en 2015, c'est ce qu'il avait confié à Michel Drucker qui lui-même en est parlé. Là où Il c'est y en a plus qui poussent étonnant, un peu trop, je trouve. là ouais, c'est vrai que coup sur coup, David Bowie, Alan Rickman, c'est vrai que là, c'était assez inattendu. Ouais. Ça, Ouais. par contre, ouais, je m'y attendais pas. Je me suis réveillé un matin pour les trucs que je jouais. Ouais, David Bowie est mort. Oh, Tu t'es recouché. là, je me suis recouché. Ouais. Non, il a fait la fête. Allez hop, on y va, super. Non, mais en plus, David Bowie, quoi, le mec, il était. Ouais, David Bowie, quoi. C'est David Bowie, ouais. Y a rien à dire, enfin, c'est tout. Et puis Alan Rickman, franchement, c'est dommage. Lui, alors là, mais j'étais à milieu de penser que le professeur Rogue allait mourir, quoi. Enfin, Mais alors C'est chaud. justement, quand on est... Bon alors c'est certainement le cas pour une partie d'entre eux, mais tous ces artistes qu'on voit finalement vieillir à la télévision, qui continuent de venir, je veux dire, il y en a qui ont relancé pas les comédies musicales, mais les remakes là, avec les H. Tendre Tête de Bois, etc. Je veux dire, des artistes des années 70-80 qui refont des concerts tous ensemble en se tenant la main. Ah, les has-been. oui, non, mais ça, c'est clairement, c'est un truc pour faire des petits albums, les vendre pas cher et puis se faire un peu de rond, c'est normal. Enfin, je pense qu'ils le font tous. Hein. Nostalgie, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Et Michel Drucker, tiens, qu'on voit tous les dimanches et voire même des fois sur d'autres programmes, qui atteint un certain âge maintenant. D'ailleurs, Michel je crois que c'est le Drucker, premier on à attend, flipper quand il voit ses camarades Je crois que c'est un faux, être je mis à crois la que c'est un hologramme. Ce n'est plus lui depuis très longtemps. Quand il voit ses camarades mis à la porte, c'est vrai que je pense que lui doit flipper parce qu'on sait ce genre de personne, une fois que vous lui arrêtez la télé, il y a de fortes chances qu'il s'en remette pas, quoi. Michel Drucker, ouais, là, par contre, lui, s'il arrête, il est fini de chez fini. Mais hein. c'est lui qui vire les gens, c'est lui qui Non, mais contrôle. oui, hein, c'est le vrai gars. que de toute façon, Il a lui, juste l'influence de tout le monde. Le gars, il a invité les plus grands partout. Ouais, Bon, non, mais il est suffisamment bien placé pour pas avoir ce genre de truc. Lui, ce qu'il guetterait plutôt, c'est justement un petit David Bowie aigu. Ouais. Mais Oui, du jour au lendemain, on apprendra qu'il est mort, quoi. C'est ça que tu veux dire. ouais. Et tiens, par exemple, on a un autre exemple, c'est l'ancien présentateur des Grosses Têtes, Philippe Bouvard, qui s'est arrêté de présenter quotidiennement son émission et qui maintenant, pour éviter de lui retirer l'antenne, finalement, fait une émission le samedi matin, voilà, beaucoup plus tranquille. On l'a mis un petit peu au régime, voilà, et il va terminer sa carrière et sa Oui, vie c'est tranquillement, une petite quoi. retraite pépère Voilà. pour continuer de se faire un peu des ronds pour l'héritage, là, c'est pas mal. Mais après, enfin, c'est mieux qu'il continue maintenant. Est-ce que ça sert vraiment à grand chose à part pour lui faire plaisir? J'ai pas écouté son émission, je sais pas ce qu'elle vaut. Mais bon. Il appelle les auditeurs l'appellent et puis lui demandent En des gros, conseils. ouais, etc. il est là, on lui pose Et des la questions, valise il répond, quoi. RTL. C'est ça. On continue de brosser, on termine de brosser effectivement ce portrait médiatique de ces derniers temps. Je dirais de manière un peu plus joyeuse, enfin, même si en l'occurrence l'affaire n'est pas joyeuse du tout. C'est Agnès Salle. Alors messieurs, Nelson, Baptiste, je sais pas si vous, parce que comme vous n'étiez pas dans l'émission au moment où on en avait parlé l'année dernière, d'Agnès Salle, l'ex directrice donc de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui entre autres faisait passer pour note de frais les taxis de son fils, quoi. En gros, un scandale effectivement dans cette période où on essaye de faire la transparence et d'éviter les abus dans la fonction publique. Agnès Salle qui a été, nous dit-on, condamnée suite à ces notes de taxi mirobolantes, suspendue de la fonction publique pour 2 ans, dont 6 mois ferme. Voilà, la sanction est tombée donc tout récemment, et effectivement, ça nous permettait de donner un petit peu la suite de cette affaire Agnès Salle dont on avait parlé dans l'émission. Elle aurait Je dû prendre les pense Uber déjà. C'est ça. J'allais la faire, je fais chier. T'avais autre chose à dire, Nelson? Non, c'était la même. Mais vraiment la même. Non, mais c'est tout pour moi. Non, Agnès Salle, c'est pas comme s'il manquait de blé à l'INA. Enfin, sachant que c'est un organisme qui a but lucratif, hein, je rappelle, l'INA récupère des images qu'elle enregistre à la télé et qu'elle revend après pour ceux qui en ont besoin. Et en plus de ça, avec des aides de l'État, je pense que bon, elle gagnait suffisamment de blé. En plus de ça, faire passer les notes de taxi sur les notes de frais de l'INA, oui, c'est dégueulasse. Je pense pas que la punition soit si sévère que ça. C'est dégueulasse, mais est-ce qu'il faut vraiment s'étonner? Je Ah pense non, qu'ils non. le font tous, c'est juste Là, qu'elle s'est fait moi, gauler, ce qui c'est m'étonne, tout. c'est que la meuf, ah non, mais moi, taxi, mais jamais. Enfin, J'ai un ça, chauffeur privé, il les connaît pas. La Cahuzac aigu, là, pour le coup. Je n'ai jamais eu de taxi à l'étranger. Jamais. C'est le truc. On peut dire coucou les taxous en fait, hein. Coucou les Coucou les taxous, voilà. Arrête, on va passer la truc en direct. On Bon, pourra. très bien. Messieurs, je crois qu'on peut refermer cette page. On se retrouve tout de suite dans Politiquement Incorrect pour parler de notre dernier sujet. Et cette fois-ci, nous allons donner la parole à Nelson. Tu as vu, je me souviens de ton nom. À Nelson, donc, pour parler de ta chronique. Et nous allons revenir maintenant sur l'actualité Internet, plus précisément. Je sens- Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.
Et nous sommes de retour donc dans Politiquement Incorrect, après ce petit jingle qui vous invite évidemment à réagir à nos émissions, à participer, à venir compléter nos effectifs. On salue évidemment Louise qui est partie vers de nouveaux horizons en Colombie. J'ai vu une photo, donc a priori elle n'en est pas morte pour autant, elle n'est pas encore prise par les FARC. L'hospitalité des FARC. Attendez, messieurs, si vous parlez en même temps, je ne peux pas vous entendre. Je rejoins ce que dit Nelson, l'hospitalité des FARC est très bonne apparemment. Ah d'accord. Le petit déjeuner, tout bien. Oui. Ouais, mais t'imagines, premier jour, il y a déjà 2 essais sur la table du petit-déj. Franchement, elle a pas perdu de temps. Hein. C'est bien. D'accord. Regarde-le. Regarde-le. Bon, très bien, et on salue évidemment tous nos correspondants à travers le monde entier, Hugo en Asie, et puis également... Et spécial dédicace. Et puis également Maxime en Normandie, voilà, je disais à travers le monde, effectivement. Alors, Asie, Colombie, hop, Normandie. Effectivement, on essaiera d'avoir de nouvelles interactions et on espère quand même, j'espère qu'il nous entend et qu'il pourra réagir, à voir Hugo prochainement dans cette émission, peut-être un jour, nous ne désespérons pas, mais c'est vrai qu'on enregistre un petit peu tardivement, on va essayer de s'organiser. Bref, une salutation à tous nos amis qui ont participé à cette émission, merci à eux. Et je cède la parole à Nelson parce que je crois que j'ai du mal à parler maintenant. Oui. Alors Nelson, on t'écoute, tu vas nous parler effectivement, excuse-moi, de Chroma, qui est un nouveau programme que l'on trouve sur YouTube, Dailymotion, c'est bien ça, Dailymotion. Sur Dailymotion. Oui, que Dailymotion, excuse-moi. Et donc effectivement, qui refait un petit peu le monde du ciné. Non, pas du tout. Pas du tout. Ton introduction, c'était de la merde. Il refait pas le monde du ciné. C'est alors c'est une émission Remets-toi, en Marc, fait. Ouais, donc j'ai présenté déjà l'auteur de l'émission, Karim Debache, qui présentait une émission il y a 2-3 ans qui s'appelait Crost, en fait, c'était sur JVcom, jeuxvideo.com. Et en fait, où il présentait des films en rapport avec le jeu vidéo, et puis en fait, ça a duré 28 épisodes pendant un an. Toutes les 2 semaines, on avait notre épisode de Crost, et c'était en fait un truc reconnu comme étant la meilleure émission du web. C'est toujours le cas, enfin, Crost, ça a un peu mis la valeur étalon de tout ce qu'on fait sur le web, que ce soit chronique, que ce soit fiction, que ce soit critique de films, etc. etc. Ça a vraiment mis tout le monde d'accord sur ce qu'on était capable de faire en tant qu'amateur sur Internet. Et donc voilà, pendant 2 ans il avait disparu, on le voyait un peu à droite à gauche, il travaillait comme auteur pour Le Joueur du Grenier, pour ceux qui connaissent. Et on n'entendait pas vraiment parler, si tu veux. Et puis là, il y a quelques mois, pouf, il y a eu un petit signal, une petite vidéo de 1 minute 30 sur Dailymotion qui expliquait, oui, voilà, c'est Karim Debache, on va revenir sur une nouvelle émission qui s'appelle Chroma, ce sera à peu près la même chose, on va parler de Cinoche. Chroma d'ailleurs, c'est Chronique Cinéma. Bon. Et voilà. Ouais, ça dure 2 minutes, quoi, en gros, hein, 2 minutes, un peu plus de 2 minutes, 3 minutes presque. C'est chronique. C'est chronique ? Non, ça dure 20 minutes. Ah bon, alors je n'ai que l'introduction alors, c'est pour ça. Je n'ai vu que l'introduction. Oui, enfin t'as vu le truc d'introduction. Le teaser. Justement, j'ai vu le teaser. Là, parce que là j'y viens, je suis en train un peu de. Voilà. C'est là que tu te dis, ceux qui partent, c'est toujours ceux qui devraient pas partir. Petit con. Voilà. Effectivement, oui, 21 minutes 57. Quoi ? 21 minutes 57 secondes, ça dure. J'ai retrouvé chez l'ophtalmo, Nico. C'est fantastique. Ça fait je n'ai vu que le teaser. Du coup, attends, je vais finir sur je vais me perdre. Voilà, et donc il avait ouvert un espèce d'Ulule qui est un peu My Major Company, enfin un truc de financement participatif. L'anecdote assez marrante parce qu'il avait demandé genre 20 000 euros. Aux gens, tu vois. Et il a reçu. On va lancer ça, nous, 20 000 euros pour sponsoriser l'émission. Non, mais il a reçu 10 fois plus. Il a oui, reçu mais 10 c'est fois ce que je dis. plus On va en lancer proposant des contreparties intéressantes. C'est-à-dire que quand tu donnes du blé, en fait, t'as le droit à des contreparties. Et les contreparties sont assez amusantes. Pour le coup, il a fait un effort, comme à chaque fois, parce que Karim Debache fait des efforts, c'est un mec bien. Par exemple, si tu donnes 5 euros, tu auras le droit en PDF à avoir les scénarios de l'émission avec la chanson MP3 de machin d'un des mecs de l'équipe qui chante, un montage Photoshop avec un des gars de l'équipe qui est à la préfecture. On va proposer la même chose, nous, on va proposer le Ouais, jingle en MP3. On va voir ce qu'ils font pour les 10 euros et les 30 euros. Par exemple, si tu donnes 30 euros, tu auras une contribution avec un feu vert soleil. C'est voilà. Un CD de titres avec Attention Dino Danger, pour ceux qui connaissent Crost, voilà. Ils reconnaîtront. Tous les mois, accès à l'épisode de Chroma 2 jours avant la sortie officielle, des stickers, des trucs, des machins, des t-shirts. Bref. Les contreparties sont assez cool et plus tu montes en prix, voilà. Sachant qu'il y a 2-3 personnes qui ont donné plus de 1 000 euros à l'émission, voilà.
Donc ils s'en sont sortis avec 206 000 euros. Donc ils ont du coup retourné le premier épisode qui était prêt. Et il est sorti tout chaud, tout beau, tout frais, tout propre hier. Et c'était, donc on l'a vu, c'était fantastique. Et donc de quoi ça parle? Donc ça parle de cinéma. En l'occurrence, ça parle de Troll 2, qui est un nanar absolument, absolument connu. Très drôle, voilà. Et donc l'intérêt de voir ces vidéos, c'est pas juste pour rigoler un coup, c'est que Karim Debache en fait donc, nous parle de cinéma, mais il nous parle de cinéma d'une façon à nous pousser nous internautes à regarder ce truc-là, à s'intéresser au cinoche, à avoir une réflexion dessus, à être curieux, à voir des films, tout ça et surtout à en parler. Et c'est un truc qui est assez peu fait. Et surtout qu'il le fait avec donc beaucoup d'humour, c'est fin, c'est fin, c'est intelligent, enfin on en sort grandi si tu veux, on se contente pas de regarder de manière passive, on apprend des trucs et c'est un truc qui manque si tu veux, parce que les mecs qui font des chroniques cinéma sur internet, il y en a un paquet, et généralement c'est un connard devant sa webcam qui a dit ouais le film est bien parce que ça et ça, il interprète un peu à sa façon. C'est bien qu'il le fasse, mais c'est un peu léger si tu veux. Les mecs se cassent pas trop le cul, c'est-à-dire que ouais, un dispositif simple, tu mets une webcam, tu parles et puis ça te fait une émission. Il y a des gens qui suivent ça avec intérêt. Hein. Enfin, je critique pas, c'est juste que bon, mettre les formes c'est mieux quoi. Et en l'occurrence, Karim Debache met les formes. Hein. Je vous invite à aller voir bien sûr l'émission, qui n'est que sur Dailymotion d'ailleurs, hein, qui n'est pas sur YouTube. Je pense qu'elle atterrira tôt ou tard sur YouTube, mais pour l'instant c'est sur Dailymotion. Et donc, ouais, alors... Donc toi, tu trouves ça bien? Ah oui, non, mais je suis fanissime, ouais. Enfin, honnêtement, je pense que Baptiste me reprendra plus tard. On est fan de l'émission. Et ouais, alors, c'est un truc intéressant parce que c'est une émission populaire, comme je l'avais déjà expliqué. C'est un truc, même si vous aimez pas spécialement le cinéma, il va peut-être vous donner envie. Au moins il vous fera rire. Enfin, même si vous y connaissez rien, ça vous en sortirez grandi. En fait, tout simplement, il donne envie de parler de cinéma. C'est un truc, c'est con à dire, mais faire vivre le cinoche, faire vivre des vieux films, des films oubliés, des trucs comme ça, et même des films qui n'ont pas marché, les faire vivre, c'est en parler, c'est les montrer. Et lui, il en parle sincèrement, il en rit, il en pleure, il écoute, il explique, et puis c'est aussi ça le cinéma. Il y a beaucoup de choses à dire sur la chronique, mais je pense que les gens se feront un avis en le regardant, en tout cas. Je peux que vous conseiller de regarder Chroma, qui est vraiment, pour moi, le fin du fin des chroniques cinéma. Eh bien, très bien, Baptiste. Justement, Nelson t'a interpellé. Tu vas pouvoir nous dire peut-être un complément. Est-ce qu'il a bien présenté la chose? Est-ce qu'effectivement, voilà, est-ce que tu le rejoins tout simplement? Ah oui, non, mais de toute façon, oui, il n'y a pas de... Pour l'instant, bon, il a sorti qu'un seul épisode de l'émission, donc pour l'instant, on peut pas trop juger. Cet épisode, déjà, en tout cas, est extrêmement prometteur, en tout cas pour la suite, j'ai envie de dire. Et Après, puis il a un super level au Nunchaku, mais franchement. au-delà de ça, c'est que c'est une nouvelle émission, mais c'est une nouvelle émission, Chroma, voilà, sauf que l'émission précédente qu'il avait déjà faite, donc Crost, sur le site jeuxvideo.com, c'était une émission, donc je me répète, je répète Nelson ou pas, mais voilà, c'est une émission qui parlait en fait des films adaptés de jeux vidéo, ou même qui avait comme thème un petit peu tout ce qui est autour du jeu vidéo, hein, des adaptations, de près ou de loin au final, comme le film Existence. Mais au final, Chroma, c'est vraiment la suite, en fait, c'est la suite logique de cette émission, de l'émission Crost, mais dans un cinéma peut-être plus généraliste, sans forcément rester dans le domaine du jeu vidéo, qui était un peu requis quand même pour le site jeuxvideo.com. Là, ça, il va parler de cinéma. Bon, là, il a fait un premier épisode sur Troll 2, un bon nanar, un bon film de genre, bien Très dégueulasse drôle. quand même. Mais donc oui, effectivement, je rejoins Nelson pour la vie. Ce qui est intéressant, c'est quoi Après, pour en même parler temps, d'un on film comme ça, est fan un peu du gars, donc bon. Oui, voilà. ouais, et puis même de toute sa team de l'époque, je pense à Usul, même comment il s'appelait, même Dorian, moi j'avais bien Dorian, mais genre le 36-15 Usul, le joueur du grenier, moi c'est des trucs que j'adore. Moi maintenant pour le joueur du grenier, mais c'est vrai que tout ce qui se faisait il y a 2-3 ans sur Nesblog, la team Nesblog, franchement c'est cool quoi. Ah, mais c'est eux qui ont mis le standard, c'est eux qui ont mis la barre un peu trop haut pour le reste aussi des émissions, c'est ça le problème. On va écouter un petit peu le ton qui est développé dans ce programme pour se faire une petite idée, pour que nos auditeurs se fassent une petite idée.
Et on va l'écouter quand j'aurai réussi à faire fonctionner effectivement. Non, mais sinon, on meuble, Voilà. y a pas de souci. Non, mais c'est bon, normalement ça devrait fonctionner. Les pulls moches, le Excuse- Salut à tous, c'est Karim de Bâche. Vous savez ce que j'aime? Les pulls moches. Le cinéma. Le cinéma est un art du spectacle reposant sur un procédé permettant de procurer l'illusion du mouvement par la projection à cadence suffisamment élevée de vues fixes enregistrées en continuité sur un film. C'est super, non? Et à partir de ce simple mais ingénieux procédé, s'est créé une galaxie de films. Des blockbusters, des polars, des films d'horreur, d'auteurs, chelous, bons, mauvais, du documentaire allemand de plus de 40 heures au court-métrage de moins de 2 minutes nommé aux Oscars, il existe une quantité phénoménale de films provenant de la planète entière. Et ces films brassent peu ou prou toutes les thématiques imaginables. Jean-Luc Godard lui-même disait « C'est formidable le cinéma, on voit des filles avec des robes, le cinéma arrive, on voit leur cul. » J'avais dit une citation intéressante. Jean-Luc Godard disait « Je ne veux parler que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. » Et c'est précisément ce que nous vous proposons. Parler de tout Alors moi c'est souvent quand je suis malade ou que j'avale de travers, dans notre nouvelle émission ou quand le docteur demande aussi. Chroma. Donc Chroma est une émission de critique de films sur internet prévue pour... Voilà, pardon. Et après, il juste, présente, juste l'audio parce qu'il y a un énorme travail sur le montage qui est fait. Enfin, d'ailleurs, ça fait partie des mecs qui ont bossé dans le Cinoche. Dans l'équipe, je crois qu'ils sont 2 à travailler régulièrement dans le cinéma. Et puis même Karim Debache, je crois, a travaillé directement sur des plateaux de tournage, mais un peu moins. Et ouais, non, franchement, ça vaut le coup de jeter le coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité. Même si vous n'aimez pas spécialement ce cinéma, ça vaut le coup pour rigoler un coup, quoi, parce que l'émission est marrante. Marc, est-ce que je vois Marc qui me dit non, mais c'est vrai, c'est le genre de truc que tu n'as pas le temps de regarder, toi, en tant que grand universitaire internationalement reconnu. Tu n'as pas le temps d'écouter ce genre de programme de 20 minutes. Non, mais déjà moi, bon, je connais pas, puis peut-être que le travail de mon. Mais moi, les trucs où il faut aligner super rapidement, je sais que c'est un exercice qui est très dur à faire. Quand ça parle vite, pour moi, ça ressemble un peu comment on appelle ça quand on fait comme les humoristes qui parlent comme ça parle du Stand-up. Moi, je sais pas, le truc d'aligner comme ça, vite, ça tendance à me gonfler. Mais après, j'ai pas vu, je vais pas juger. Mais déjà, là, sur ce que je viens d'entendre, ça me saoule un peu. Ouais, mais après, je pense qu'il faut être passionné. Voilà, je pense que quand on a l'œil, qu'on doit pouvoir. On doit savoir apprécier les choses sur le montage, sur même d'autres choses, que je sais pas vraiment le contenu dedans de ce qu'il y a. Donc peut-être que voilà, je suis un profane là-dedans, donc je me prononcerai pas. Mais voilà, dans le style vraiment juste du parler, ça commence un peu à me saouler. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a un débit de parole très rapide maintenant, c'est loin du stand-up. Ça a même rien à voir. Mais non, mais oui, enfin, je te laisse finir. Non, mais je peux comprendre. Après, si t'aimes pas, tu vois, je peux te forcer à regarder. C'est Non, vraiment. non, mais je dis le fait d'aligner comme ça vite, je sais pas, c'est dommage parce que je pense que si des fois à ralentir un peu, tu perds pas non plus beaucoup de choses et. Non, mais après, ça fait partie du style du mec. Oui, Ça fait partie du style, mais aussi surtout, c'est qu'il a énormément d'informations déjà à transmettre et il essaie de le faire de façon assez rapide. Après, c'est vrai que ça peut un peu trop buter le fait qu'il parle extrêmement vite. Le truc, c'est qu'après, effectivement, là, t'avais que le son. Si t'essayes avec la vidéo, le mec a un très bon montage, en fait. C'est très bien monté. Ce qu'il raconte, en fait, t'arrives très bien à le suivre avec tes yeux aussi, au final. Tout s'enchaîne très bien. Et au final, tu te rends très bien compte, en suivant l'émission, tu te rends compte de là où ils vont en venir. T'arrives très bien à suivre. Bon, après, je sais pas te convertir si t'as pas envie, mais, non, mais je ne peux que te conseiller, en tout cas, d'essayer une fois, d'avoir l'esprit ouvert, d'aller au-delà de cette. Mais je voudrais ramener quand même un petit truc par rapport à Karim Debache, c'est qu'il a quand même initié. Il n'est pas le seul, hein, Usul aussi l'a fait. Il a quand même permis d'initier une espèce d'engouement pour faire des choses sur Internet qui n'étaient pas si fortes que ça avant. C'est-à-dire que là, après Crost, il y a eu des quantités astronomiques de personnes qui sont arrivées sur Internet pour proposer des contenus audiovisuels en voulant partager ce qu'ils savaient. Il y en a énormément, beaucoup trop sur le cinéma à mon goût, qui sont pas tous intéressants, mais il y en a aussi en philo, en histoire, en trucs, il y a plein de trucs. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas la question. L'idée, c'est qu'il y en ait. Si tu veux, des mecs qui se bougent le cul pour essayer de présenter des choses, je trouve ça toujours intéressant. Au moins qu'ils essayent, si tu veux. Ça crée quand même du contenu, c'est quand même assez intéressant et assez illustrateur de notre époque. C'est-à-dire qu'on vit avec Internet, on arrive à un moment où on n'a pas besoin d'avoir fait d'école pour, si on sait des trucs, prendre une caméra et le proposer sur Internet. Je dis bien si on sait des trucs, il y en a beaucoup qui savent rien. Et puis qui mettent la caméra et qui parlent des trucs. D'ailleurs, il y avait quand même Debache justement qui faisait une analyse intéressante de mecs qui voulaient dire la vérité sur Internet. Il expliquait que pour dire la vérité sur Internet, il fallait faire un plan séquence crade dégueulasse. C'est-à-dire que tu poses ta caméra,
tu prends une image dégueulasse, un son tout pourri, et tu pars en disant ouais, je vais dire la vérité. Et c'est assez marrant, c'est assez symptomatique de notre époque, c'était que quand tu veux dire la vérité maintenant sur internet, faut que tu sois dégueulasse, alors qu'une certaine époque, là, dire la vérité, montrer des vérités par l'audiovisuel, ça demandait des compétences techniques, je pense, comment ça s'appelle Au réalisateur. Non, putain, comment on appelle cette pratique de développer des idées par la pub et tout. Ah putain. Ce que faisait Hitler. Propagande. La propagande, merci. Ouais, c'est un. Il est fort. Bref, non, il y a tout un. C'est quand même grâce à Karim Debache qu'on a réussi à initier ce genre de mouvement, si tu veux. Ça, je me suis un peu perdu dans l'histoire de propagande, mais ouais, carrément. Mais ça a permis à des gens, ça a donné un peu envie à des gens de faire des trucs, quoi. Et ça, c'est toujours bien, c'est toujours bon à apprendre. Enfin, presque toujours. Eh bien, très bien, je crois que c'était le mot de la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Nous conseillons, en tout cas toi, Nelson, tu conseilles à nos auditeurs, effectivement, d'aller voir, Chroma, c'est sur Dailymotion, effectivement, et puis ça va sortir, alors tous les combien Je suis pas sûr, c'est toutes les semaines, non. C'est tous les combien Chroma que ça sort? Je sais absolument pas. Bon, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Il y a le numéro 1 qui est en ligne, voilà, un peu plus de 20 minutes. Sinon, vous avez la version courte, c'est-à-dire le teaser qui dure 2 minutes. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi et regarder le teaser où effectivement il parle vite, vous pouvez. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons parlé médias ce soir. Nous avons parlé également sécurité routière avec quelque chose de très instructif puisque nous avons revu un petit peu comment passe une proposition de loi. C'était grâce à Raphaël qu'on salue et qu'on remercie. Merci Baptiste, merci Nelson, merci Marc. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect et on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre et tweeter, échanger avec nous, Facebooker via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et retrouver l'émission sur radio-rec.fr. Ne manquez pas également dans les prochaines semaines, pour ceux qui sont intéressés, les Rec Awards. Les Rec Awards, c'est un tremplin musical. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire, c'est sur le site de la radio, toujours le même, radio-rec.fr, et tout vous est expliqué, les dates, les conditions et les cadeaux également. Voilà, et tout ce tremplin, pour ceux qui sont intéressés, aura lieu en avril. Nous nous retrouverons donc à la fac pour une très très belle soirée. Je sais que ce tremplin tient à cœur à Marc notamment, puisque tu avais été président du jury il y a 2 ans pour la dernière édition des Rec Awards. Je l'ai fait 2 fois d'ailleurs. Oui, mais tu n'étais pas 2 fois président du jury, tu l'as été 1 fois président. J'étais membre du jury 2 fois. Oui, membre du jury, et la 2e fois, effectivement, le grand Manitou. Ah oui, c'est moi ça. Voilà, n'hésitez pas, c'est sur radiorec.fr pour toutes les informations concernant ce tremplin. Très bonne soirée et à bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante.